Imaginez un instant la scène. Nous sommes en mer Méditerranée, au large des côtes espagnoles. Une nuit de décembre particulièrement sombre, oui. Absolument. Et là, un cargo russe, l'Ursa Major, sombre mystérieusement. Le monde entier retient son souffle. Non pas pour le navire en soi, mais bien pour sa cargaison prétendument secrète. Des composants de réacteurs nucléaires, si l'on en croit les rapports. Exactement. Et au même moment, à des milliers de kilomètres de là, à Pyongyang, une poignée de mots fraîchement ajoutés à une constitution vient d'automatiser le déclenchement du quatrième plus grand arsenal nucléaire de la planète. C'est un changement de paradigme total. Madame, monsieur, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 mai 2026. Bienvenue dans ce bulletin d'intelligence. Une analyse approfondie consacrée aujourd'hui à l'évolution, disons, critique de la situation sécuritaire en Asie de l'Est. Une situation qui exige en effet toute notre attention. Tout à fait. Et comme l'exige la gravité des événements de ces 2 dernières semaines, le ton de notre émission se veut résolument mesuré, factuel et précis, dans la plus stricte tradition d'une information objective, sans céder à la panique. C'est essentiel de nos jours. Il convient tout d'abord de préciser que ce bulletin est sponsorisé par Profwave AI. Il est généré par Stylo News, l'application d'actualité propulsée par l'intelligence artificielle. Et il est important de comprendre ce que Stylo News, n'est-ce pas? Absolument. Stylo News, c'est en fait la version grand public du logiciel Stylo Intellops. Un outil redoutable. Oui, un logiciel conçu à l'origine pour les opérations des grandes entreprises, des gouvernements et des militaires. Cela signifie que notre audience a un accès unique à une technologie pensée pour soutenir les plus hauts décideurs mondiaux. C'est une vraie plongée au cœur du renseignement. Notre mission aujourd'hui est claire, fournir une analyse impartiale de l'échiquier coréen. Nous allons examiner la nouvelle doctrine nucléaire nord-coréenne, le renforcement de ses liens avec la Russie et évaluer les trajectoires d'action probables. Le tout basé sur des faits, bien sûr. Toujours. Bien, maintenant que le cadre formel est posé, plongeons dans les rouages de cette crise. Car si la presse à sensation crie à la guerre imminente, la mécanique en coulisses est bien plus nuancée. Beaucoup plus complexe, en effet. Pour comprendre la péninsule coréenne d'aujourd'hui, il faut impérativement regarder le changement de logiciel interne qui vient de s'opérer lors de la récente session de l'Assemblée populaire suprême. Eh bien, ce changement est la clé de voûte de tout ce que nous observons. Il ne s'agit pas d'un simple ajustement rhétorique pour les caméras, c'est une redéfinition légale de la réalité de l'État. Qu'est-ce que les données montrent précisément? 2 bouleversements majeurs. Le premier, c'est l'abandon de l'idée même de réunification pacifique. Pendant des décennies, le discours maintenait la fiction d'une seule nation. Divisé temporairement, c'est ça? Exactement. Mais aujourd'hui, la Corée du Sud est constitutionnellement gravée dans le marbre comme l'adversaire principal. Un État étranger et fondamentalement hostile. C'est une rupture historique, mais il y a un second point encore plus inquiétant. Absolument. Le second point, c'est l'inscription dans la loi d'une riposte nucléaire totalement automatique. En clair, si le leader est éliminé ou si le système de commandement est simplement menacé, Une frappe est déclenchée. oui, une frappe nucléaire de représailles part sans aucune intervention humaine supplémentaire. C'est inscrit dans la loi. C'est fascinant parce que cela change complètement la géométrie de la dissuasion. Jusqu'à présent, l'arsenal nord-coréen ressemblait à un chien de garde féroce. Mais tenu en laisse. Voilà, fermement tenu par le dirigeant suprême. Aujourd'hui, cette révision transforme le système en un véritable fil de détente. Un fil de détente, oui, l'image est très juste. Un explosif qui saute tout seul dès que quelqu'un trébuche sur la corde. Mais une question s'impose. Est-ce que cette doctrine, qui ressemble étrangement au fameux système de la main morte soviétique, est une démonstration d'assurance ou une paranoïa paniquée? C'est une question légitime. Surtout quand on regarde ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Ces opérations de décapitation qui ont éliminé des dirigeants de très haut rang, comme le guide suprême iranien. Eh bien, il serait réducteur d'y voir une simple crise de paranoïa. L'analyse des renseignements montre une adaptation stratégique extrêmement rationnelle. Les événements au Moyen-Orient ont servi de laboratoire pour Pyongyang. Un laboratoire en temps réel. Tout à fait. Et la conclusion qu'ils en ont tirée est brutale. La technologie militaire permet de décapiter un régime avec une précision chirurgicale, même au fond d'un bunker. Donc il devait trouver une parade. Exactement. Face à cette asymétrie conventionnelle, en automatisant la riposte, ils envoient un message clair. Éliminer la tête du régime n'empêchera pas le lancement des missiles. Cela le garantira au contraire. C'est exactement ça. C'est conçu pour paralyser la prise de décision adverse. L'objectif n'est pas de gagner une guerre, mais de s'assurer que le coût d'une attaque soit totalement suicidaire pour l'agresseur.
Je vois. Mais le problème avec un fil de détente, c'est qu'il ne sert à rien s'il n'est pas relié à une véritable charge explosive. C'est là que l'industrie entre en jeu. Voilà. Une doctrine sur le papier, c'est bien beau, mais comment cela se traduit-il dans la réalité matérielle? Car les rapports tactiques de ce mois de mai 2026 montrent une véritable frénésie industrielle. Une matérialisation très visible, en effet. Les images satellitaires de ces 2 dernières semaines confirment une intensification majeure des activités à la raffinerie d'uranium de Pyeongsan. Le cœur de la production. Absolument. C'est là qu'on produit le concentré d'uranium, le fameux yellow cake, indispensable pour l'enrichissement militaire. Et parallèlement, on observe le déploiement de bataillons entiers. Près de la frontière Chine. Oui, de nouveaux obusiers automoteurs de 155 mm, positionnés au plus près de la zone démilitarisée. Et il y a aussi ce nouveau navire, n'est-ce pas? Le destroyer Cho-Yohan. L'inspection récente par le dirigeant nord-coréen confirme qu'il possède une capacité de lancement nucléaire. C'est une volonté claire de projeter la menace au-delà de la péninsule. Et la réponse face à cela a été immédiate. Oui, les forces américaines et sud-coréennes ont organisé des lancements de missiles balistiques en mer. Pour prouver que leur chaîne de commandement reste intacte. Mais arrêtons-nous un instant sur la réaction de la Corée du Sud, car c'est là que la logique semble contre-intuitive. C'est vrai que cela peut surprendre. Nous avons le Nord qui pointe de nouvelles pièces d'artillerie lourde directement sur Séoul, une capitale qui n'est qu'à une 50aine de kilomètres, À portée de tir direct. tout en sortant des destroyers nucléaires de ses chantiers navals. Et face à cela, l'administration sud-coréenne actuelle prône une approche de coexistence pacifique. Il propose même un changement de vocabulaire. C'est ça. Le ministère de l'Unification suggère d'appeler le Nord Joseon, un nom historique, pour apaiser les tensions. N'y a-t-il pas une contradiction flagrante ici? Répondre à des obusiers par de la sémantique, n'est-ce pas accepter d'être l'otage du Nord? Vu de l'extérieur, disons que cela peut ressembler à une forme de capitulation douce. Mais les stratèges sud-coréens opèrent selon une logique de gestion des risques à très haute intensité. Que voulez-vous dire par là? Eh bien, Séoul comprend parfaitement qu'aucune défense antimissile au monde ne peut intercepter la pluie d'artillerie qui s'abattrait sur la capitale en cas de conflit. Même les systèmes les plus avancés. Même eux. Le dôme de fer israélien, par exemple, serait totalement saturé en quelques minutes face à l'arsenal massé à la frontière nord-coréenne. Donc le changement de vocabulaire est une tactique. C'est une forme de judo verbal, oui. Une tentative de désescalade psychologique. Mais attention, pendant qu'ils tentent de refroidir la rhétorique, les Sud-Coréens modernisent frénétiquement leurs boucliers défensifs. Contre les drones, notamment. Absolument. Contre ces flottes de petits drones nord-coréens qui ont prouvé leur capacité à perturber l'espace aérien de Séoul. C'est un exercice d'équilibriste, apaiser la forme tout en blindant le fond. Et du côté de Washington, parce que le fameux parapluie nucléaire américain est censé garantir la sécurité de la région. C'est la promesse de la dissuasion élargie, oui. Mais avec les engagements massifs et continus au Moyen-Orient, dont nous parlions plus tôt, les États-Unis ont-ils réellement la bande passante stratégique pour gérer une telle crise en Asie de l'Est? C'est le talon d'Achille de la posture américaine actuelle, et Pyongyang le sait parfaitement. Les ressources navales et aériennes des États-Unis sont étirées à l'extrême. Washington maintient sa position, officiellement, je suppose. Bien sûr. Ils promettent de défendre Séoul et Tokyo avec tout leur arsenal, y compris nucléaire, mais la crédibilité de cet engagement est testée au quotidien. Le cauchemar du Pentagone. Exactement. Ouvrir un second front majeur dans l'Indo-Pacifique pendant que l'attention est absorbée par les théâtres moyen-oriental et européens. Ce qui nous amène inévitablement au moteur qui permet à la Corée du Nord de financer cette frénésie. L'argent est bien le nerf de la guerre. Et c'est tout le paradoxe. Nous parlons d'un pays coupé de l'économie mondiale, soumis à des sanctions étouffantes, et qui parvient à construire des raffineries et des navires de dernière génération. Comment l'équation financière fonctionne-t-elle? Les sources pointent toutes vers la même capitale, Moscou. L'axe entre Moscou et Pyongyang a profondément muté. Ce qui était autrefois une alliance de circonstances est devenu une intégration structurelle. Les chiffres du renseignement sont stupéfiants. Près de 15 000 soldats nord-coréens sont actuellement déployés sur le sol européen, combattant aux côtés des forces russes en Ukraine. Notamment dans le secteur de Koursk, selon nos sources. C'est ça. Et cet apport en chair à canon est compensé par une manne financière estimée à 13 milliards de dollars sur 3 ans. 13 milliards! Pour une économie de cette taille, c'est une injection de capital littéralement transformatrice.
On l'a vu sur le plan symbolique, avec ces troupes nord-coréens défilant pour la première fois sur la place rouge lors du jour de la victoire. Mais les fonds ne sont que la partie visible de l'iceberg. Absolument. Et c'est là qu'il faut revenir à notre navire cargo du début. L'Ursa Major coulait en Méditerranée. Si les rapports disant qu'il transportait des composants de réacteurs nucléaires pour les sous-marins nord-coréens sont exacts, cela change tout. La donne géopolitique est bouleversée. Que la Russie permette à Pyongyang d'accueillir de l'expérience de combat en Europe est une chose. Mais le transfert de technologies critiques, comme la propulsion nucléaire navale, ou l'intelligence artificielle pour les essaims de drones, ou les capacités anti-satellites. C'est d'une gravité sans commune mesure. Cela dépasse très largement l'impact tactique de quelques milliers de soldats dans les tranchées, n'est-ce pas, Evelyne? Sur le temps long, oui, c'est incommensurable. La présence des soldats est un avantage tactique à court terme pour la Russie, mais le transfert de technologies spatiales et nucléaires modifie la structure même de la sécurité mondiale. Pouvez-vous nous donner un exemple concret? Prenons les sous-marins nucléaires. Si la Corée du Nord parvient à déployer un engin indétectable capable de rester immergé pendant des mois et de lancer un missile balistique depuis les côtes californiennes, Ils obtiennent une capacité de seconde frappe. une capacité de seconde frappe fiable, tout à fait. Cela signifie que même si la Corée du Nord est entièrement vitrifiée par une attaque préventive, son sous-marin pourra toujours déclencher l'apocalypse en représailles. Cela sanctuarise totalement le régime de Kim Jong-un. Et cela neutralise complètement l'avantage géographique des États-Unis. C'est effrayant d'un point de vue stratégique. Et dans ce jeu de chaises musicales planétaires, il y a un acteur majeur qui observe tout cela avec une certaine distance. La Chine, bien évidemment. Oui, la Chine. On pourrait imaginer que Pékin se réjouit de voir les États-Unis mis en difficulté par cette alliance russo-nord-coréenne. Pourtant, les rapports indiquent que la diplomatie chinoise est beaucoup plus ambivalente. Pourquoi ce malaise de la part de Pékin? Eh bien, leur position s'apparente à marcher sur une corde raide pendant une tempête. C'est une excellente métaphore. D'un côté, Pékin soutient toute dynamique qui complique la tâche de l'architecture de sécurité américaine dans la région. Mais de l'autre, De l'autre, le pire cauchemar de la Chine, c'est une course aux armements incontrôlable à ses propres frontières. si la Corée du Nord devient une menace majeure, Washington réagira. Exactement. La justification pour les États-Unis de déployer encore plus de boucliers antimissiles, de bombardiers, de sous-marins nucléaires en Corée du Sud et au Japon devient inattaquable. Et ces armes américaines peuvent tout aussi bien frapper Pékin. Voilà le nœud du problème. La Chine veut le statu quo. Une Corée du Nord suffisamment nuisible pour occuper Washington, mais pas au point de déclencher une militarisation massive de l'Asie de l'Est. Face à cette partie d'échecs où mes pièces semblent de plus en plus lourdes, il est indispensable de prendre le pouls de l'opinion publique. C'est fondamental pour comprendre le climat général. Et surtout de confronter ce sentiment aux données froides du renseignement. Quand on analyse des tendances sur les réseaux sociaux, notamment sur la plateforme X, l'ambiance est électrique. Les chiffres sont d'ailleurs assez clairs. Oui. Les rapports de Stylo News indiquent qu'environ 60% des discussions liées à ce sujet traduisent une véritable panique. Une peur d'assister aux prémices d'une troisième guerre mondiale nourrie par cette loi sur la riposte automatique. C'est une anxiété compréhensible. Il y a aussi 25% des utilisateurs qui choisissent l'humour noir. Ils raillent le fait que des milliers de milliards de dollars de budget de défense occidentaux semblent tenus en échec par un pays sous embargo. Une forme de cynisme face à l'impuissance diplomatique. Et on observe aussi une frustration récurrente sur un prétendu deux poids, deux mesures. Pourquoi tolère-t-on l'arsenal nord-coréen tout en imposant des lignes rouges strictes au programme iranien? Se demandent beaucoup d'utilisateurs. Bien sûr, nous ne prenons pas parti sur ces opinions, nous nous contentons de les rapporter. Notre rôle est de rester impartiaux. Mais au-delà de cette anxiété numérique, que nous disent les faits? Les satellites. Sommes-nous réellement à l'aube d'une invasion militaire sur la péninsule? Le décalage entre la perception publique de la menace et la réalité du renseignement tactique est frappant. Vraiment? Oui. Malgré le vocabulaire incendiaire de Pyongyang et l'automatisation effrayante de sa doctrine, il n'y a aujourd'hui aucun indicateur annonçant un conflit armé conventionnel imminent. Les préparatifs seraient visibles, je présume. En 2026, il est impossible de cacher la préparation d'une guerre majeure à l'imagerie spatiale. Pour envahir le Sud, la Corée du Nord devrait mobiliser massivement ses réservistes, Acheminer du carburant, des munitions. des poches de sang vers la frontière, déployer des hôpitaux de campagne, et absolument rien de tout cela n'est visible sur le terrain. L'infrastructure logistique nord-coréenne est en mode routine, pas en mode invasion. Donc pas de guerre totale demain matin.
C'est un fait établi par le renseignement. C'est une certitude à court terme. Mais si l'invasion massive est écartée, cela ne signifie pas un retour au calme. Quel est le véritable plan d'action pour les semaines à venir? Le véritable champ de bataille actuel se situe dans ce que les stratèges appellent la zone grise. La zone grise. C'est l'art de la provocation agressive qui reste systématiquement juste en dessous du seuil qui déclencherait une véritable guerre. Et à quoi doit-on s'attendre concrètement? La trajectoire la plus probable inclut une multiplication des tirs de missiles balistiques au-dessus de la mer du Japon, Pour tester les défenses alliées? pour forcer les radars à s'allumer et analyser leur temps de réaction. Il faut s'attendre à une recrudescence des cyberattaques sophistiquées ciblant les réseaux bancaires sud-coréens. Et les drones, j'imagine. Les incursions de drones de reconnaissance vont se multiplier, jouant au chat et à la souris avec les défenses de Séoul. L'objectif ultime n'est pas la conquête territoriale, c'est la coercition psychologique. User la patience de l'adversaire? Normaliser la menace nucléaire et affirmer le statut intouchable de la Corée du Nord sur la scène internationale. Pour résumer les faits saillants de cette analyse, la situation exige une vigilance de chaque instant face à une stratégie de provocation calculée dans la zone grise. C'est le point central à retenir. Bien que l'imagerie satellitaire écarte l'hypothèse d'une offensive conventionnelle, la menace stratégique croît de manière exponentielle, principalement propulsée par le transfert de technologies avancées entre Moscou et Pyongyang. Des éléments cruciaux pour les décideurs. Il est opportun de rappeler que l'ensemble des données, des analyses de sentiments et des évaluations tactiques explorées aujourd'hui ont été compilées par Stylo News. Un outil précieux dans ce genre de contexte. En effet, Stylo News est une application d'actualité sur mesure, disponible sur mobile et ordinateur. Elle permet à chaque individu de générer ses propres bulletins d'intelligence personnalisés. À partir d'une multitude de sources. Le moteur analyse en temps réel des centaines de sources traditionnelles, croisées avec l'activité des réseaux sociaux comme X, pour séparer les faits des rumeurs. Notre audience est invitée à découvrir cette technologie et à configurer son flux d'informations sur demande en visitant www.stylonews.com. C'est vraiment la plateforme idéale pour rester informé. Bon, et sur cette note, laissons de côté nos costumes stricts de présentateurs des années 60. Ouf, on peut enfin souffler et reprendre un ton un peu plus normal. Ah, je dois avouer que maintenir cette gravité journalistique sans flancher, ça demande une certaine concentration. C'est vrai que ça fait du bien de retrouver une voix plus naturelle. Complètement. Surtout pour naviguer dans les eaux aussi complexes de la géopolitique asiatique. Analyser les doctrines nucléaires et les transferts de technologies secrètes, c'est intense. Ça demande beaucoup de rigueur. C'est sûr, on ne peut pas traiter ces sujets à la légère. En tout cas, un immense merci à toutes les personnes qui nous écoutent d'avoir suivi ce décryptage approfondi jusqu'au bout. C'est un sujet d'une densité incroyable, mais dont les ramifications touchent l'équilibre du monde entier. Et c'est toujours passionnant de se plonger dans ces sources. Absolument. D'ailleurs, il est toujours très utile pour nous de recevoir des suggestions de sujets. Notre audience est chaleureusement invitée à partager ses idées pour nos prochaines analyses et à suivre Stylo News sur tous les réseaux sociaux favoris. Les retours et les questionnements de ceux qui nous écoutent sont le véritable moteur qui oriente nos recherches. C'est vraiment ça qui rend ces explorations si pertinentes. C'est indéniable. Mais avant de se quitter, et pour clore ce chapitre, il reste une dernière réflexion à méditer, en lien avec la mécanique dont nous avons débattu aujourd'hui. Je vous écoute. Si la doctrine de dissuasion nord-coréenne s'apparente désormais à un fil de détente purement automatique, et que de leur côté, les puissances alliées s'en remettent de plus en plus à des algorithmes d'intelligence artificielle pour gérer leurs défenses antimissiles à la milliseconde près, Oh, je vois où vous voulez en venir. face à des machines programmées pour réagir sans émotion et sans la moindre hésitation, qui, ou plutôt quoi, contrôle véritablement l'échelle de l'escalade militaire en Asie de l'Est aujourd'hui? Une question qui donne matière à réflexion, c'est certain. Merci encore de nous avoir suivis. À très bientôt pour une nouvelle plongée au cœur de l'actualité. À bientôt.